La campagne pour la mairie de Paris est lancée. Dans quelques mois, les Parisiens iront dans les urnes décider de celui ou celle qui reprendra les rênes de la capitale. Alors au journal étudiant on s'est dit que ce serait bien si on rencontrait nos candidats. À 41 ans, il est le fils d'un prolo, écolo, flexitarien, cycliste aussi, et candidat à la mairie de Paris pour la liste d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour David Béliard. Bonjour. Alors, vous défendez donc les écologistes dans cette campagne pour la mairie de Paris, et pourtant, premier constat, tous les candidats ont inclus de l'écologie dans leur programme. Alors, à des échelles différentes, mais tout de même, est-ce que c'est une victoire ou un handicap pour vous ? Alors d'abord, moi je ne défends pas les écologistes, je défends les Parisiennes et les Parisiens dans cette campagne. Et je crois qu'aujourd'hui, pour répondre aux grands enjeux qui sont ceux d'une grande ville comme Paris, ceux d'une grande métropole comme le Grand Paris, eh bien, il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux de justice sociale, il y a des enjeux démocratiques. Et pour répondre à ces grands enjeux-là, je crois que notre proposition, en tout cas les propositions que nous faisons, nous écologistes, et que je fais dans cette campagne électorale, eh bien, ce sont celles qui peuvent répondre au mieux à la fois à la question climatique, à la question des injustices, ou plutôt de la justice sociale, et puis à la question de l'amélioration du bien-être et du quotidien des Parisiennes et des Parisiens, parce que la révolution urbaine, la transformation en profondeur de Paris à laquelle nous aspirons, eh bien, ce n'est pas une révolution pour le pire, c'est une révolution pour le mieux, à la fois pour nous, et puis pour les plus jeunes et les enfants. Voilà. Donc déjà pour peut-être un peu vous dire, alors, bon, c'est très bien que tout le monde vienne sur les questions écologistes. C'est, je crois, alors une victoire, non, la vraie victoire, ça serait qu'on réponde véritablement à la question climatique notamment, et pas juste à Paris, aussi au niveau national ou au niveau international. Et on le voit, on n'y est pas du tout. Les États-Unis viennent de sortir de l'accord de Paris, les émissions en termes de CO2 augmentent, ou en tout cas, même si on a quelques améliorations, on voit bien qu'au niveau planétaire, on est encore très très loin d'une trajectoire à plus 1,5 degré. D'ailleurs, tous les scientifiques nous disent qu'on va aller beaucoup plus largement qu'une augmentation des températures à plus 1,5. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours sur la question écologiste. Il y a beaucoup de néo-convertis, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui n'étaient pas écologistes il y a encore 1 ou 2 ans et qui aujourd'hui se réclament de l'écologie, voire parfois de l'écologie politique. Eh bien moi, je trouve ça très bien. Je pense que c'est un signe encourageant. Maintenant, la question, c'est la cohérence et c'est le faire. Parce que ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'écologiste et en tant que citoyen, c'est qu'est-ce qu'on fait véritablement pour répondre aux questions du climat et de l'urgence climatique. Alors justement, vous associez souvent dans votre programme écologie cohérente et mobilité. À quoi ressemblerait le Paris intramuros libéré de la voiture ? Alors, le Paris libéré de la voiture, c'est un Paris où on va reconquérir, on va redonner aux Parisiennes et aux Parisiens l'espace public. Aujourd'hui, il y a la moitié de l'espace public à Paris qui est consacré à l'automobile. Si on prend les rues, si on prend les places de parking, tout ça, ça fait la moitié de la surface, alors que ça représente l'automobile que 13% des déplacements. Donc il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer pour plein de raisons. D'abord pour une question de place. Là, c'est cher à Paris, on est dans une ville qui est une ville ultra dense, une ville qui est toute petite, par rapport aux grandes métropoles internationales. Et donc, l'espace, c'est important. Il faut pouvoir le récupérer, et j'y reviendrai tout à l'heure sans doute. Il faut pouvoir le récupérer pour faire des espaces verts, parce que les espaces verts, c'est très important pour répondre à la question climatique. Et puis, c'est aussi une question de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on respire à Paris l'air, eh bien, on est confronté à une pollution de l'air qui est une pollution de l'air importante, avec des pics de pollution qui restent encore, même si ça s'est un peu amélioré, eh bien, qui restent encore très très forts. On tousse, on développe des allergies, on est confronté, et notamment les plus vulnérables, moi je pense particulièrement aux enfants, qui aujourd'hui respirent un air qui est un air extrêmement pollué, qui rend malade. C'est 2500 décès prématurés sur Paris, et uniquement sur Paris intramuros, liés à la question des maladies respiratoires et donc à la pollution de l'air. Donc, il faut changer. Il faut changer les choses. Il faut écrire un nouveau chapitre. On a commencé les prémices avec, par exemple, le plan vélo que les écologistes d'ailleurs ont porté. Et aujourd'hui, on fait mieux du vélo qu'il y a 10 ans à Paris, parce qu'il y a des pistes cyclables. L'idée, c'est de dire, on fait une ville 100% cyclable. On fait la Copenhague du vélo. N'importe où vous allez, vous avez une piste cyclable et vous n'êtes pas, comme je l'ai fait pour venir dans vos studios,
parfois en situation de vulnérabilité parce que vous êtes entre deux voitures, parce qu'il y a une rupture, ce qu'on appelle une rupture de la piste cyclable, et vous ne savez plus du tout où vous êtes, donc vous êtes un danger pour vous-même, et puis vous gênez l'ensemble de la circulation. Ça, c'est fini, il faut changer. Et puis évidemment, à partir de là, on va reconquérir de l'espace pour les piétons, bien sûr, et puis pour remettre aussi des transports en commun. Et les transports en commun en surface, parce qu'il faut changer la manière dont on fait la ville, et il faut désaturer le métro. Et pour désaturer le métro, il faut proposer des alternatives, et des alternatives de qualité. D'accord, mais par exemple en banlieue, est-ce que ça ne vous inquiète pas l'impact qu'une ville libérée de la voiture, ça peut avoir sur ces banlieusards qui dépendent vraiment de la voiture pour venir travailler, par exemple? Alors ça ne m'inquiète pas parce que ça améliore la santé de tout le monde, déjà pour commencer. D'accord. Parce qu'en fait, vous limitez la pollution de l'air. Donc vous êtes dans une politique. Il faut toujours le rappeler, ces propositions, ce que je raconte, c'est pour le mieux-être. C'est pour la santé des gens, et notamment des enfants, mais aussi des personnes âgées. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est, vous savez, on est tous dans le même bateau. Hein. La question du dérèglement climatique, la question des pollutions, ça touche tout le monde. Alors, pas tout le monde exactement au même niveau, mais ça touche quand même tout le monde. Donc l'idée, c'est de dire, puis qu'est-ce qu'on fait ensemble pour améliorer les choses? Et oui, il faut proposer d'autres alternatives à la voiture. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, puisque effectivement, vous avez raison sur la question de la métropole. Sur la question de la métropole, il y a un effort à faire, très fort, sur la question du maillage des transports au quotidien. Il faut permettre aux gens qui habitent dans la métropole du Grand Paris, voire même d'ailleurs, voire en dehors de la métropole, de pouvoir avoir une proposition de transport, c'est-à-dire une offre de transport, que ce soit du bus, navette propre évidemment, pistes cyclables sécurisées, qui leur permettent d'aller jusqu'à la station de RER et qui leur permettent d'aller à leur travail. Bref, il faut améliorer leur quotidien aussi, et là-dessus, la ville de Paris, elle doit aussi investir en dehors de son périmètre administratif, et c'est là où tout change. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, pour répondre aux questions de transport, pour dire libérer Paris de la voiture, eh bien oui, il faut que la ville de Paris, elle sorte de ses frontières. Il faut dépasser les frontières à la fois mentales, mais aussi les frontières administratives. Effectivement, alors on parle beaucoup de pollution de l'air et de la santé des enfants. La voiture, elle pose le problème du dioxyde d'azote, effectivement, mais on a aussi les particules fines. L'association Respire avait publié en mars dernier une carte détaillée des niveaux d'exposition de tous les établissements, et en France, les établissements globalement respectent les normes européennes, mais par contre, quand on regarde les normes de l'OMS, on a 10 620 établissements qui dépassent le seuil de PM2.5 et 4 093 qui dépassent le seuil de PM10. Donc je rappelle juste que ces appellations désignent les particules dont les diamètres sont inférieurs respectivement à 2,5 et 10 micromètres. Alors comment est-ce qu'on va faire en France pour que nos établissements, les établissements qui accueillent des enfants, respectent les normes de l'OMS? Déjà, c'est une transformation globale. Ces établissements, ils sont dans la ville, et donc ça veut dire globalement que la ville, elle est polluée. Déjà. Donc c'est évidemment, l'objectif, c'est de transformer la ville pour diminuer les pollutions. Et ça veut dire la fin des véhicules thermiques. Bien entendu. Mais ce n'est pas la seule réponse à tout ça. Il faut avoir des réponses qui sont des réponses d'urgence. Il y a une urgence en termes de pollution de l'air pour répondre en tout cas à ces établissements scolaires et notamment aux tiers, parce qu'il y a un tiers de ces établissements qui sont particulièrement pollués. Et moi, ce que je souhaite, c'est que sur ce tiers-là, on fasse un travail pour piétonniser les abords. Piétonniser les abords des écoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire améliorer la qualité de l'air qui sont autour de dans ces écoles, donc limiter l'exposition en termes de pollution de ces enfants. C'est améliorer leur sécurité, puisque quand vous n'avez pas de voiture, ben vous améliorez la sécurité d'ensemble. C'est pouvoir mettre du verre végétalisé. Et puis, c'est pouvoir créer des îlots, un peu de sérénité, à la fois pour les parents, pour la communauté éducative, pour les enfants. Cette préconisation, elle est portée d'ailleurs par plusieurs experts ou plusieurs rapports qui disent oui, ben, en fait, les écoles aujourd'hui, elles doivent être piétonnisées, préservées d'une certaine manière. On fait des îlots. Et je crois que la piétonnisation, la libération de Paris de la voiture, eh bien, elle se fait d'abord par la libération de la voiture des écoles. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse préserver les plus fragiles. C'est qu'on puisse préserver les enfants. C'est ça qui m'intéresse parce que ce sont eux qui sont d'abord les premières victimes de la pollution et ce sont eux aussi qui sont
le gage de notre avenir. Donc je souhaite qu'on commence la transformation de la ville par les écoles et par les publics qui sont dits les publics les plus vulnérables. D'accord. Alors vous me parlez beaucoup de végétaliser, de vos projets d'espaces verts. Vous souhaitez transformer, notamment, vous mettez les espaces de stationnement qui sont bétonnés. Et est-ce que c'est dans cette logique justement que vous vous opposez à la ZAC Bercy-Charenton? C'est un projet d'aménagement qui prévoit entre autres la construction de 4000 logements, dont 57% de logements sociaux. Moi je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans une logique qui est une logique de bétonisation et d'urbanisation excessive d'une ville comme Paris. La ville est trop dense, il y a trop de gens enserrés dans le périphérique, d'une certaine manière. C'est une ville magnifique, bien entendu, mais c'est une ville aussi où, on en a parlé, saturation des transports, beaucoup de pollution, énormément de bétonisation, ce qui fait que du coup, c'est une ville où il fait très chaud. Quand vous êtes à 43 degrés l'été dernier, en pic de canicule, vous êtes par exemple au milieu de la place des Fêtes, un urbanisme sur dalle, pas beaucoup d'arbres, des grandes tours, plutôt un espace qui est un lieu qui est habité par des familles plutôt modestes, et vous avez des pics à 50 degrés. Parce que le béton, ça a une force d'inertie qui capte la chaleur et qui fait que la ville ne se rafraîchit jamais. Donc vous êtes dans une sorte de four. La ville devient un four et elle devient parfaitement invivable. Et donc c'est absurde de vouloir continuer à faire de la bétonisation alors que tout l'enjeu, c'est de remettre de la nature en ville. Il faut, d'une certaine manière, renaturer la ville. Et renaturer la ville, ce n'est pas juste pour faire des jardins d'agrément, ce n'est pas juste pour améliorer la qualité de vie. Ça l'est, parce que quand vous avez des jardins en bas de chez vous, quand vous avez des espaces verts, eh bien vous améliorez votre qualité de vie, bien entendu. Et c'est la vôtre, et celle de vos enfants. Mais ça va même plus loin, puisque ces espaces verts, lorsque vous faites de la pleine terre, c'est-à-dire que vous plantez, vous enlevez le béton et vous plantez dans le sol, quand c'est possible bien entendu, eh bien ce sont ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. La nature, c'est d'une certaine manière un climatiseur naturel. Lorsque vous êtes à côté d'arbres, eh bien vous avez, on l'a tous fait l'expérience, quand il fait très chaud, eh bien vous avez moins chaud quand vous êtes à l'ombre, exactement, que lorsque vous êtes en plein soleil au milieu d'une dalle de béton. Bon. Tout le monde le sait, tout le monde l'a déjà ressenti dans son corps. Eh bien nous, on veut faire une ville qui est une ville avec plus de nature. La ZAC Bercy-Charenton, c'est un grand projet dans l'Est parisien qui dit quoi? Il dit on va faire une petite défense. Parce qu'il y a trop d'activités économiques dans l'ouest parisien avec la défense. Donc on va faire à peu près la même chose dans l'est parisien. On va faire 6 grandes tours, des tours de bureaux, on va mettre du logement, on va faire une grande dalle. Évidemment, on va faire un parc, mais sur dalle. Et donc voilà, ça c'est le projet. Ça c'est un vieux projet. C'est un projet qui a été voté à 5 voix, au demeurant au Conseil de Paris, donc quand même une majorité qui était une majorité très faible. Et surtout, c'est un vieux projet parce que c'est un vieux schéma, parce que c'est un vieux Paris que nous ne voulons plus. Le Paris moderne, le Paris du nouveau temps versus le Paris de l'ancien temps, eh bien c'est un Paris qui est plus vert, c'est un Paris qui fait le choix de remettre de la nature. C'est un Paris qui n'oppose pas la ville avec la campagne. C'est un Paris qui pense la question de la biodiversité. C'est un Paris qui pense la qualité de vie des gens plutôt que de dire il faut encore et encore et encore construire pour rentabiliser au maximum les espaces qui sont les espaces disponibles. La ZAC Bercy-Charenton, moi je ne suis pas contre la ZAC Bercy-Charenton si ça devient un grand parc. Si c'est un grand parc, c'est parfait. D'accord. Mais effectivement, ça ne s'appellera plus une ZAC. C'est pas vraiment l'objectif, mais il y a quand même quelque chose qui est important avec ce projet, c'est l'objectif de loger 9000 personnes. Et du coup, si ce projet-là n'aboutit pas, comment on fait pour loger les 9000 personnes qui pourraient bénéficier de la ZAC Bercy-Charenton? Alors, oui, il y a un sujet de logement à Paris. L'accessibilité du logement, c'est juste la galère. C'est trop cher. Les prix des loyers sont trop élevés. Vous êtes dans une situation où, en fait, et notamment quand vous êtes jeune, vous arrivez à Paris, c'est ultra galère pour trouver un appartement parce qu'il vous faut 4 cautions, parce que évidemment, tout ça est illégal, évidemment. Et vous êtes à 1 000 € pour un 25 mètres carrés. Aujourd'hui, ça devient complètement absurde, ces prix. Bon. Donc, il y a plusieurs leviers. On ne peut pas y répondre comme ça. Il y a plusieurs leviers pour agir sur la question du logement. D'abord,
la question de la régulation du marché. Ceux qui nous racontent l'histoire de il faut construire et construire et construire pour faire plus d'offres, pour répondre à la demande, se trompent parce que nous ne répondrons jamais suffisamment à une demande qui est une demande extrêmement forte. Vous êtes sur un marché qui est un marché spéculatif. Et donc ce marché spéculatif, il va continuer, les prix vont continuer à augmenter parce qu'ils ne répondent plus à la loi de l'offre et de la demande. Ils répondent à d'autres schèmes qui sont complètement différents. Donc, moi je propose, et notamment pendant les Jeux Olympiques, qu'on bloque les loyers. C'est la régulation du marché. Je ne crois pas que le marché privé aujourd'hui soit en capacité de proposer des logements accessibles. Au contraire, on a laissé filer le marché puisqu'on a arrêté l'encadrement des loyers et on voit bien que les prix se sont emballés encore alors qu'ils étaient déjà à un niveau qui était un niveau extrêmement élevé. Berlin l'a fait. Je crois qu'il faut que nous expérimentions le blocage des loyers sur Paris et sur la métropole. Et vous avez d'autres choses. D'accord. D'ailleurs, en parlant de ces personnes qui vivent en situation très précaire, Paris, c'est une ville très chère. Il y a donc le prix du mètre carré qui a dépassé 10 000 € récemment, d'où cette volonté de bloquer la spéculation. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'on peut vivre à Paris quand on touche le RSA aujourd'hui ? D'ailleurs, je rappelle que le RSA, ça s'élève alors à 492 € pour une personne seule quand on lui soustrait les APL. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre à Paris quand on touche le RSA ? C'est extrêmement difficile de vivre à Paris quand on touche le RSA. C'est une ville du pays, c'est une ville très très chère. La vie quotidienne est extrêmement chère. Donc, il faut faire des propositions pour permettre à ces gens de rester à Paris. Parce que moi, je crois que si nous voulons gagner la bataille du climat, il faut qu'on le fasse ensemble. Aujourd'hui, on est dans une ville et dans une vie qui est fractionnée, éclatée. On n'a pas du tout la même réalité, pas du tout les mêmes horizons entre la personne qui habite dans un appartement, un duplex, je caricature un peu, mais un duplex dans l'ouest parisien, que évidemment quelqu'un qui habite dans un petit studio dans l'est parisien à côté du périphérique. Bon. Vous avez des horizons de vie qui sont des horizons de vie différents. Donc il faut rassembler ces gens parce que nous avons le même projet, nous devons avoir le même projet qui est le projet de la transition écologique, c'est-à-dire répondre à l'urgence climatique. Et cette urgence climatique, moi je suis persuadé, je suis vraiment convaincu qu'on ne peut y répondre que si nous sommes ensemble. Donc il faut rapprocher ces gens-là. Et donc, faire des propositions pour permettre, notamment aux plus modestes, de pouvoir continuer à vivre à Paris. Parce que le mouvement qui vise à les expulser d'une certaine manière de la ville ou de les assigner à résidence dans des poches de pauvreté, notamment dans l'Est parisien, ça ne peut pas continuer. Parce que vous créez des tensions qui ne vous permettent pas du tout, aujourd'hui, de répondre à la question climatique. Mais alors, pas du tout. Donc, c'est pour ça que moi je souhaite qu'on développe des épiceries solidaires. Je souhaite que, par exemple, la ville investisse et soutienne la création d'une chaîne de supermarchés coopératifs de façon à pouvoir proposer des produits bio qui sont aujourd'hui hyper chers parce que les marques de distributeurs font 20% de marge supplémentaire sur ces produits. Jusqu'à 27% même. Ouais. Énorme, énorme. Et aujourd'hui, je crois que le rôle du pouvoir public, c'est de permettre à des produits bio et locaux d'être accessibles à des prix qui peuvent, ou des personnes qui sont en situation peut-être plus difficile sur un plan financier, puissent en acheter. Parce que ça doit s'adresser à tout le monde. La transition, c'est pour tout le monde. On va revenir sur la question de la nutrition à Paris. Juste avant, une petite question spéciale ON, puisqu'on est un journal étudiant. Donc la grande question, effectivement, c'est parmi ces personnes en situation de précarité, il y a eu le cas terrible d'un étudiant récemment qui s'est immolé par le feu, dénonçant la situation dans laquelle il vivait. Qu'est-ce qu'on fait pour loger les étudiants à Paris concrètement ? Moi, d'abord, je trouve que la question de la précarité étudiante et la question du traitement de la jeunesse est aujourd'hui indigente. C'est-à-dire que, mais ça, pas depuis aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait des années qu'on sacrifie les plus jeunes sur l'autel de la rentabilité, de la performance économique, avec des stages sous-payés, en les mettant en situation de précarité beaucoup plus que le reste de la population, alors qu'une partie de cette génération fait énormément d'études, a beaucoup de qualités, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire à partager, et surtout a une aspiration à un autre modèle.
voit toutes les mobilisations climat, et lorsqu'ils se mobilisent, je suis atterré de voir des journalistes qui nous expliquent que la jeunesse est dépolitisée. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est politisée, mais elle est politisée peut-être différemment de ce que ça a pu être il y a 50 ans. Elle est politisée sur des questions qui sont des questions d'intérêt général. La marche pour le climat en est un exemple. Donc, il faut y répondre. Il faut y répondre. Moi, j'ai fait une proposition, notamment sur la question du logement, qui est le principal frein pour accéder, pour venir à Paris. La proposition, c'est de dire on va faire 20 000 logements supplémentaires. On en a fait 6 000 pendant la mandature précédente. Oui. Donc, on en fait 3 fois plus, un peu plus que 3 fois plus, 20 000. 20 000, 10 000 dans Paris intramuros, 10 000 dans la métropole du Grand Paris, financé en partie par Paris, de façon à permettre d'avoir un logement qui ne soit pas juste étudiant, qui soit un logement jeune, parce que je considère aussi que les foyers de jeunes travailleurs, par exemple, ont été largement délaissés, pour permettre en fait aux étudiants de pouvoir habiter dans cette ville et dans cette métropole, et pour pouvoir soit y étudier, soit y travailler. D'accord. Alors, très bien par rapport au travail, mais toujours par rapport à l'alimentation. Vous parlez donc de manger bien, de manger mieux, et vous dites aussi que ce serait bien de faire la promotion du végétarisme. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par là. Qu'est-ce que ça veut dire, la promotion du végétarisme ? Non, c'est la promotion d'une autre façon de s'alimenter, du manger moins de viande, manger moins d'aliments d'origine animale. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord parce que ça a des impacts, la pêche, la surpêche notamment, a des impacts très violents sur la biodiversité maritime, donc ça vide les océans, pour être direct. L'élevage a des impacts énormes en termes d'émissions de CO2. Alors ça dépend ce qu'on prend, mais globalement on estime que c'est entre 12 et 16% des émissions de CO2, c'est-à-dire c'est vraiment beaucoup. Donc l'impact environnemental du fait de manger de la viande ou continuer à manger des poissons comme on le fait aujourd'hui est énorme. Et ensuite vous avez toute la question du bien-être animal. Aujourd'hui, on peut quand même légitimement se poser la question de la violence qu'on fait subir à ces êtres vivants pour une alimentation qui est d'ailleurs aujourd'hui beaucoup trop carnée, on mange beaucoup trop de viande, on mange beaucoup trop de poissons. Donc je pense qu'il faut ouvrir là aussi une autre histoire, une histoire d'une société qui est réconciliée avec les êtres vivants, qui ne s'appuie pas sur la question de la brutalité ou de la violence qu'on peut exercer sur ces êtres vivants, et qui réinvente en fait le modèle. L'idée, c'est de dire, eh bien, faisons des propositions, donnons le choix aux gens. Si vous, demain, vous allez dans un restaurant à Paris, eh bien, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas ce qu'on appelle une proposition végétarienne, un plat végétarien. Ce qu'on va vous dire, c'est, écoutez, monsieur, on va vous enlever la viande et puis on va vous donner les légumes. Ça, c'est pas vraiment une proposition végétarienne. Moi, ce que je souhaite, c'est inciter à avoir des propositions végétariennes, des vraies propositions végétariennes, gustatives, bonnes, qui soient réelles et qui permettent à celles et ceux qui ont envie de diminuer leur consommation de viande et de poisson, de pouvoir le faire dans les restaurants, mais aussi dans les EHPAD qui sont gérés par la ville, mais aussi dans les cantines scolaires, mais aussi dans les restaurants municipaux, parce que aujourd'hui, on est dans une situation, encore une fois, d'urgence climatique et puis aussi d'aspiration. Je crois qu'il y a une aspiration à un autre modèle. C'est bien de manger aussi moins de viande. Ça participe concrètement aussi à l'élaboration, en tout cas à dessiner un autre modèle de vie et aussi un autre modèle de ville. Alors, vous me parliez des JO de 2024 précédemment, et j'aimerais bien connaître votre avis concernant l'impact écologique que vont avoir ces JO. Négatif, globalement. Les Jeux Olympiques, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais opposé à l'organisation des Jeux Olympiques, contre d'ailleurs l'avis général, puisque l'ensemble des partis politiques ont manifesté leur soutien aux Jeux Olympiques, excepté les écologistes et une élue France Insoumise. Évidemment, parce qu'il y a des impacts environnementaux qui sont des impacts environnementaux importants. Vous savez, moi, je regarde le rapport coût-bénéfice. Moi, j'adore les JO, j'aime beaucoup le sport, j'en pratique, donc j'ai pas de problème avec la question du sport. C'est juste qu'en tant qu'élu et en tant que citoyen, je me dis, est-ce que c'est utile de faire les Jeux Olympiques
dans un contexte où on a envie plutôt de réduire notre empreinte carbone et de répondre à des enjeux climatiques. Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment ? Ce n'est pas le choix qui a été fait. D'ailleurs, ce choix n'a pas été fait en redonnant la possibilité aux Parisiennes et aux Parisiens, et même plus largement aux Franciliens et aux Franciliennes, de s'exprimer. Moi, j'avais proposé à l'époque l'organisation d'un référendum. Un référendum pour dire oui ou non, je veux les JO. Ce n'est pas le choix qui a été fait, ça a été fait dans l'enceinte du Conseil de Paris et à l'Élysée. Voilà, à l'époque, c'était ça. Je crois que c'est largement insuffisant et c'est manifestement le contre-exemple de ce qu'on doit faire en termes de démocratie et de démocratie d'aspiration à redonner le pouvoir aux gens. Maintenant, c'est la partie, cette histoire. Donc la question, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? D'abord, moi, si je suis élu maire de Paris, je demanderai un audit complet, parce que vous voyez bien que c'est le CIO qui organise tout, c'est une sorte de boîte noire, qui, par exemple, propose, en tout cas a signé avec Airbnb. Airbnb, un accord de partenariat, alors que ce même Airbnb, parce qu'il y a des abus très forts au niveau parisien, capte 60 000 logements qui sont aujourd'hui loués en courte durée et qui pourraient être remis sur le marché de la location. C'est quand même assez incroyable. Ça se fait au profit des auberges de jeunesse, par exemple Non, en fait, vous avez aujourd'hui des logements qui sont loués de manière de courte durée sur des plateformes de type Airbnb. Où est-ce qu'on loge les touristes alors, si on arrête avec Airbnb ? Oui, parce que déjà, en fait, vous avez aujourd'hui une offre hôtelière qui est largement suffisante, puisque vous avez une offre hôtelière qui a un taux de remplissage à hauteur de 70%. Airbnb, ça fait une concurrence qui est une concurrence déloyale avec les hôteliers. Il faut remettre les hôteliers dans la course, évidemment. Évidemment, il faut éviter que les prix augmentent, mais quand même, d'ailleurs, aujourd'hui, Airbnb, c'est très cher. Airbnb, c'est très cher. Avant, c'était le bon plan. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le bon plan. Aujourd'hui, vous avez des offres de location d'appartements dont le prix est équivalent à celui de grands hôtels. Donc, vous voyez, et ces 60 000 logements, ils pourraient être redonnés aux Parisiennes et aux Parisiens qui ont besoin de se loger à Paris. Bon. Donc le CIO, pour revenir sur les Jeux Olympiques, le CIO décide de faire un grand partenariat international avec une entreprise qui participe à faire monter les prix dans les grandes villes, et notamment dans la grande ville comme Paris. On donne une visibilité, finalement, je vais aller très direct, à 1,5. 1,5. Donc, mais oui, donc du coup, vous avez un sujet. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui mettre les choses sur la table. On sera à 4 ans de l'événement. Il y aura un audit environnemental, un audit budgétaire, bien entendu, un audit économique au sens large et un audit social pour voir où on en est sur les Jeux Olympiques et si on est dans une trajectoire qui est une trajectoire supportable, à la fois sur un plan environnemental, mais aussi sur un plan économique. D'accord. Alors très rapidement pour conclure, demain, vous êtes élu maire de Paris. La réforme phare, c'est quoi ? Alors, si je suis élu, moi, demain, j'en aurai plusieurs, parce qu'on va changer de modèle. Il va falloir en choisir une. Mais je vais vous en donner une. La réforme phare, ça va d'abord porter sur la question des espaces verts. Et vous avez aujourd'hui un certain nombre d'emprises qui appartiennent à la SNCF, qui sont les dernières grandes emprises, c'est-à-dire des espaces qui sont des espaces libres. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ces emprises qui sont aujourd'hui vouées à la bétonisation, eh bien, on en fasse des espaces verts. Moi, je souhaite qu'on refasse des grands parcs à Paris. Voilà. Des grands parcs des Buttes-Chaumont, des grands parcs de la Villette. La Villette, c'est le dernier grand parc qui a été créé à Paris dans les années 80. Eh bien, il faut en refaire. Il faut en redonner. Il faut redonner de l'espace aux gens. Il faut leur redonner de la vie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, David Béliard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe de On qui nous a aidés. Alors, il y avait Mélissa Setin, Emma Merio et Jessie Eco à la technique. Il y avait aussi Aimé Nakasato et Laura Blairet qui m'ont aidé à préparer cette interview. Et merci à Antoine Couret, notre régisseur studio.